vous avez raison, en partie. Alors, non pas pour dire en fait que les jeunes ne savent plus rien de l'histoire, mais que effectivement j'ai parlé avec des élèves de la guerre de 14 qui arrivent au tout début d'année de 3e par exemple, et donc j'ai traité le sujet là ces dernières semaines. Et je suis parti justement du monument aux morts et de ce que les noms inscrits sur le monument aux morts signifient pour eux. Mais pour eux, ça signifie rien. En 1920, lorsque le monument aux morts a été érigé, les personnes qui passaient devant le monument aux morts, lisant en fait le nom d'un tel ou d'un tel, avaient des souvenirs qui leur jaillissaient en tête. C'est-à-dire que c'était un camarade d'école, c'était un copain de football, rugby, c'était quelqu'un en fait à qui ils attachaient un visage. Les jeunes aujourd'hui, en fait, ça n'est pas leurs grands-parents, il n'y a pas de photographie dessus. Les noms, en fait, c'est un alignement de noms dont ils ne savent pas très bien en fait de qui il s'agit. Le travail pédagogique est essentiel, effectivement, et il faut faire ce travail-là d'explication pour que ces lieux de mémoire qui avaient du sens dans les années 20-30 en prennent aujourd'hui aussi pour toutes les personnes qui passent devant. Vous avez eu la chance d'avoir enfin la chance, vous avez eu un papa en fait qui a fait la guerre et qui vous avez senti en fait, en tout cas qui vous a transmis quelque chose de cette expérience et du traumatisme que représentait cette expérience. Beaucoup de jeunes en fait n'ont pas autour d'eux des personnes qui peuvent faire ce lien-là, et c'est le travail des enseignants justement de le faire. Donc vous avez raison, et je vais totalement dans votre sens sur l'importance d'enseigner ces questions-là. Ensuite, sur la question de l'indicible, elle est intéressante. Beaucoup de témoins en fait disent dans leurs lettres, dans leurs carnets ou dans leurs souvenirs en fait la difficulté à témoigner de leur expérience. Cette difficulté, elle est double en fait, et c'est peut-être quelque chose qui ressort assez bien. Elle tient à la fois à la difficulté de mettre des mots sur une expérience qui justement dépasse le langage. Lorsqu'on veut témoigner par exemple d'un bombardement, comment on s'y prend? C'est-à-dire est-ce que les mots qu'on a à disposition sont suffisants? Il y a plusieurs choses en fait qui posent problème. D'abord en fait c'est le bagage linguistique quand on est un soldat en fait Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez par exemple une magnifique correspondance qui est celle de la famille Papillon, qui est traitée dans 500 témoins, qui est présentée là-dedans. Plusieurs frères d'une même famille ont fait la guerre, 4 frères exactement. 4 ont fait 4 guerres différentes, puisque les uns l'ont fait dans l'artillerie, les autres dans la cavalerie, etc. 2 d'entre eux, Lucien et Marcel, font la guerre dans l'infanterie. Ils sont en première ligne, ce sont des fantassins, ils sont le plus exposés. Pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui faisait... l'infanterie a essuyé 24% de pertes pendant la guerre, quand l'artillerie lourde n'en essuyait que 6%. Donc c'est pas la même guerre en fait. Les fantassins sont nettement plus exposés. Mais lorsque Marcel Papillon raconte sa guerre, il le fait avec des mots qui ne sont pas ceux de Lucien. Lorsque Marcel Papillon raconte sa guerre, il le fait avec des détails, c'est-à-dire il raconte les explosions, la fumée, l'odeur, il raconte son ressenti, ce qu'il a pu ressentir. Mettre des mots sur ce que l'on ressent, c'est pas forcément évident. Lucien, lui, il écrit en phonétique. La seule chose en fait que nous apprennent ces lettres, la chose principale que nous apprennent ces lettres, c'est de quoi il avait besoin. Il ne cesse de demander à sa mère de l'argent en fait pour pouvoir acheter des choses, de la nourriture, de quoi améliorer l'ordinaire, etc. Mais de temps en temps, il arrive qu'il lâche, au détour d'une lettre, la difficulté de ce qu'il a vécu. Et il lâche par exemple: je te garantis, écrit-il à sa mère, que nous envoyons des merdes. Voilà, c'est la seule chose en fait qu'il dit. Il n'y a pas derrière 15 lignes d'explication pour dire ce qu'il a vécu. Seulement, quand on va voir le journal de marche et opération, ça correspond effectivement à un moment extrêmement difficile de la vie du régiment. La deuxième difficulté lorsqu'on veut témoigner de quelque chose qui est lourd, c'est la difficulté à se faire comprendre, à se faire entendre. Donc il y a la difficulté à poser des mots, mais il y a aussi la difficulté à trouver une oreille pour ça. Et pendant très longtemps, les témoins en fait ont eu le sentiment de ne pas trouver cette oreille-là. Alors ça ne veut pas dire en fait que leurs proches n'étaient pas avides ou intéressés par leur expérience, mais simplement en fait que pour comprendre cette expérience-là, beaucoup disent il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu parce que sinon, bien, c'est difficilement représentable.
Alors il y a ceux qui effectivement y arrivent, et puis il y a ceux qui ont beaucoup de difficultés à le faire. Et en fait, je voulais juste revenir sur les témoignages allemands dont monsieur parlait, et notamment le témoignage d'Ernst Jünger. Dans le témoignage, dans les 500 témoins, il y a aussi une exception, en fait. Donc, nous avons fait le choix de ne traiter que des témoignages français. Il n'y a, sur les 500 témoins, que des témoignages français, à une exception, qui est une exception quand même de taille. Il s'appelle Dominique Richert. Pardon ? Oui, mais c'est des... Oui, mais c'est une... Elles sont... Comment ? C'est une petite part, en réalité. Et on peut en être étonné, parce qu'en réalité, les témoignages allemands, en fait, sont... Vous parlez de Ernst Jünger, on pourrait parler aussi de Remarque. Les témoignages allemands sont peu édités. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils dorment aussi dans les armoires, dans les tiroirs. Ils y sont, hein, dans les familles, probablement. Simplement, il n'y a pas, en fait, la même vague d'édition qu'en France. Et donc, en fait, on a peu de témoignages populaires. Mais justement, Dominique Richert est un témoignage populaire. Il était alsacien et il a vécu la guerre il a vécu la guerre comme un Allemand, en fait. C'est-à-dire, il écrit en allemand, il vit la guerre du côté allemand, et la guerre qu'il vit, c'est la guerre d'un soldat engagé dans l'armée allemande. Mais c'est un agriculteur, et les mots qu'il pose sont parfois très proches des mots que posent d'autres personnes. Et Rémi Casal, justement, avait fait une intervention, en fait, dans un colloque dont je ne vais pas beaucoup... je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'était une intervention extrêmement intéressante, parce que, justement, elle pointait tous les points communs qu'il pouvait y avoir entre le témoignage de Dominique Richert et le témoignage de Louis Barthas. Et les points communs sont nombreux, en réalité. La guerre d'un paysan allemand, elle présente aussi certains points communs avec la guerre d'un paysan français. Elle a des différences, mais elle présente aussi des points communs dans l'observation des événements. Voilà. Oui, alors ces Alsaciens lorrains étaient à la fois allemands, mais sont devenus français. C'est ça leur statut ambigu. Hein. Ils étaient dans l'Empire allemand en 1914, donc ils ont été engagés, ils ont été mobilisés dans l'armée allemande, sauf une petite minorité qui a réussi à passer en France, et ils ont combattu dans l'armée allemande. Dans le cas qui est cité de Dominique Richert, c'est un Alsacien qui ne parle pas un mot de français. Il ne faut pas se faire d'illusions. Certains, oui, parlaient français, mais un certain nombre d'Alsaciens ne parlaient pas français. Qu'est-ce qu'ils parlaient ? Ils parlaient d'alsacien. Et qu'est-ce qu'ils écrivaient ? Ils écrivaient la langue qu'on leur a appris à l'école, c'est-à-dire l'allemand. C'est parfaitement clair. De la même façon que Louis Barthas, quand il parlait avec ses camarades, parlait en occitan, et que quand il écrivait la seule langue qu'on lui avait appris à écrire, c'est-à-dire le français. Voilà. Alors, de ces Alsaciens-Lorrains, nous en avons une petite dizaine, mais il a bien fallu les mettre quelque part, parce qu'on pourrait dire, bon, les Allemands n'en veulent pas parce qu'ils sont Français, les Français n'en veulent pas parce qu'ils ont combattu dans l'armée allemande. Bon, on a choisi de les intégrer, et comme le disait très bien Cédric tout à l'heure, il m'est arrivé aussi de faire un exercice pédagogique et de donner des textes à trous, un texte de Barthas, un texte de Richert, bon, en enlevant à chaque fois le mot allemand ou le mot français, un truc comme ça, et de demander aux gens qui a écrit ça. C'est le français ou c'est l'allemand ? Ben, on peut se tromper parce que c'est exactement la même chose. Ben, autre question. S'il vous plaît.